Très heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h45, le journal à la une de l'actualité de ce jeudi 9 juillet 2020. La baisse de la criminalité au Sénégal depuis janvier dernier. La direction de la sécurité publique parle d'un taux d'élucidation de 98%. Le bilan des opérations de la police à suivre en début de journal. Affaire des gazelles oryx mortes dans le ranch privé du ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall. Ali Haïdar évoque une erreur sans doute commise lors du transfert de ces espèces vulnérables. Il invite toutefois le ministre de l'Environnement à éclaircir cette affaire. Avec la forte chaleur de ces derniers jours, beaucoup de ménages sont confrontés à une grande consommation d'énergie, des factures salées. Dans ce journal, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie va nous dévoiler son plan pour aider les consommateurs à dépenser moins d'énergie. Le développement, c'est tout de suite. Et nous démarrons avec cette affaire qui a cristallisé les attentions ces derniers jours, le litige foncier à Ninguélère. La conférence de presse de Babacar Ngom s'est achevée il y a juste quelques minutes. L'homme d'affaires ne compte pas pour le moment céder à la pression. Il refile la patate chaude à l'État du Sénégal afin qu'il puisse trancher la question. Regardez. Pour le moment, nous sommes en train de discuter, de négocier sous la conduite du ministre de l'Urbanisme, qui conduit ces négociations avec de bonne volonté, dans un cadre tout à fait apaisé, parce que ceux qui sont dans la négociation et qui sont vraiment intéressés par le sujet ne font pas tout ce bruit-là qu'on entend, parce qu'on ne les entend pas. Et pourtant, ils travaillent depuis plus d'une dizaine de jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. On ne peut pas dire on va continuer ou en cas de pression. Ils ont fait toutes sortes de pressions. Nous, on est sur la légalité, encore une fois, sur la légitimité. Maintenant, le problème, il est entre les mains des autorités, entre les mains des bonnes volontés qui sont en train de négocier pour trouver une solution. S'ils trouvent la solution, tant mieux. S'ils ne trouvent pas la solution, on avisera. Un mois de janvier assez agité pour la police nationale. 2360 individus interpellés pour divers délits. Notez également une baisse de la criminalité depuis le mois de janvier dernier. La direction de la sécurité publique a publié le bilan de ces opérations du mois de juin et Omar Khan nous fait la synthèse du communiqué. Le bilan couvre le mois de juin de l'année 2020 et fait état de 2360 individus interpellés, dont 47 de nationalité étrangère, des interpellations réparties comme suit. 404 individus appréhendés pour atteinte aux biens, vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie. 193 pour infraction au code des drogues, 156 pour atteinte aux personnes, homicide, accident, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, viol, attentat à la pudeur, violence à ascendant, et 159 pour atteinte à la paix publique, 1531 individus pour vérification d'identité et 187 pour ivresse publique et manifeste. Le communiqué fait également état du démantèlement de 2 bandes de malfaiteurs redoutables à Saly-Portudal par les éléments du commissariat spécial. Une première qui s'adonnait à un trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et une deuxième qui est impliquée dans plusieurs cambriolages. À Saint-Louis, c'est plusieurs individus qui ont été interpellés et déféré au parquet pour trafic illicite de migrants suite à des investigations relatives à une vaste opération de tentative d'immigration clandestine par voie maritime en direction de l'Espagne. Également, 6 cas d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné mort d'homme ont aussi été notés et tous ont été élucidés. La direction de la sécurité publique confirme la tendance baissière de l'examen de l'évolution de la criminalité depuis le mois de janvier 2020 avec un taux d'élucidation de plus de 98%. Une tendance que la police nationale souhaite maintenir avec la régularité des opérations de sécurisation classiques, d'envergure et spécifiques, tout en continuant à mener des actions de lutte contre la pandémie de coronavirus.
Oumar Kane est dans un autre communiqué. L'Association nationale des chroniqueurs judiciaires déplore le maintien de la mesure qui interdit aux journalistes de la presse privée l'accès au palais de justice. Les journalistes chroniqueurs judiciaires accusent le secrétaire général de la Cour d'appel d'être à l'origine de ces décisions. Et nous allons à ce propos écouter le président de cette association, le journaliste Mahaline Jacndoy. Bon, nous condamnons d'abord cette situation injuste qui a été prise par le secrétaire général de la Cour d'appel de Dakar, M. Momodou Lamine Diédhiou. Nous avons entamé des démarches pour faire lever quand même cette mesure injuste parce que hier, on s'en est ouvert au Simpix qui a fait un communiqué, mais l'autorité reste sur sa position et nous avons même aujourd'hui saisi le ministre de la Justice qui promet de faire des diligences pour que cette mesure injuste et discriminatoire, parce qu'il ne laisse passer que la presse publique, soit levée. Et le plus grave, c'est que ce matin, M. Diédhiou a changé de motif. Hier, il nous disait que les cartes de presse maison qui ont cours au Sénégal, puisque la commission de validation de la carte de presse n'est pas encore en service, les dépôts n'ont pas encore commencé. Aujourd'hui, il nous sort le motif d'une tentative d'attentat terroriste. Dans ces dires, il semble accuser la presse de connivence parce qu'ils disent que les gens, entendez-vous bien, les terroristes veulent les plans du tribunal et qu'on ne peut pas admettre que des photographes et des caméramans entrent dans le bâtiment. Nous lui rappelons juste que nous qui sommes au tribunal, qui avons fait pratiquement 10 ans au tribunal, que les appareils photo, les caméras sont interdits dans l'enceinte du tribunal. Et qu'aucun chroniqueur judiciaire ne violerait cette disposition. Maintenant, s'il y a des terroristes dans les rangs de la presse, c'est à lui de les arrêter, de les identifier et de les arrêter. Et nous parlons à présent de l'affaire des gazelles oryx mortes dans la réserve privée du ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall. Ali Haïdar parle d'une possible erreur dans le transfert de ces espèces. Il recommande à cet effet plus de sécurité et de délicatesse dans le déplacement des espèces fragiles. Ali Haïdar, directeur général de l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte, répond à Pape Ibrahim Andjaye. Il peut bien s'agir d'un accident, d'une erreur. Il va certainement parler pour éclairer la population sur ce qui s'est passé. Peut-être bien qu'il avait une bonne intention. Mais tu es ministre, tu veux amener une espèce à l'océanium. On te demande de laisser l'espèce dans la forêt. Toi, tu prends l'espèce pour l'amener à l'océanium et l'espèce meurt. Quelle est ta part de responsabilité? Bien sûr que ma responsabilité est entièrement engagée. Les oryx que j'ai pris au Ferlo Nord et que j'ai amenés dans une réserve de 1000 hectares à la Grande Muraille Verte, en les déplaçant, ils n'ont pas duré en cage. Ils n'ont fait que 2 heures à 3 heures de trajet. Mais s'ils quittent le parc du Ferlo pour aller jusqu'à Bambilor, la distance est longue. Ils n'ont pas pris en compte le stress de l'animal et cela peut le tuer. Mais moi, je ne suis pas juge. Je ne peux pas défaire quelqu'un de son poste et je ne veux pas m'épancher sur certains sujets. Coronavirus à présent, une hausse notée ce jour, 124 nouvelles contaminations en plus de 2 décès. Je vous propose de suivre la déclaration du directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 113 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 4, Mbour 2, Cité Batrin 1, Keur Massar 1, Khombol 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Sicap Foire 1 et Saint-Louis 1. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés donc guéris.
36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 8 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. Dakar partage son expérience en matière de prélèvement de la COVID-19. 24 points focaux venus des 13 autres régions du Sénégal ont été formés à la manipulation des échantillons. D'après la direction de la prévention, les tests diagnostiques à la COVID-19 sont désormais décentralisés. Plus de détails avec Babacar Seck. Une session de formation sur la gestion et le transport des prélèvements pour le diagnostic des maladies infectieuses à potentiel épidémique s'est déroulée à l'Institut de recherche en santé et surveillance épidémiologique et de formation. À l'issue de la session de 3 jours, un triple emballage de transport produit au Sénégal a été dévoilé. Nous avons fait une formation avec un triple emballage qui a été fait localement, entièrement au Sénégal. Et ça, c'est un modèle, non seulement où on montre qu'il y a ce génie sénégalais, mais africain, qui peut le faire, mais qui doit servir de modèle ailleurs. Et sa recommandation, c'est qu'il faut arriver à en faire une patente pour montrer que ça a été fait au Sénégal. Ça semble être rien du tout, mais il fallait l'imaginer et le faire. Parmi les nouvelles stratégies de riposte du ministère de la Santé figure la décentralisation des tests diagnostiques au niveau des régions. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est officiel. Au niveau de la région de Kédougou, les tests vont être décentralisés. Il en est de même au niveau de la région médicale de Tamba. Idem aussi au niveau de Kaolack, au niveau de Ziguinchor et au niveau, en tout cas, de Matam et de Saint-Louis. Ces tests vont être, en tout cas, décentralisés pour, en tout cas, un accès beaucoup plus rapide de ce diagnostic. Des structures comme l'UNICEF et l'Institut Pasteur de Dakar sont des avantages pour le Sénégal qui favorisent les financements. Des institutions de reconnaissance mondiale comme IRSAF, des institutions comme IPD, cette infrastructure, cette façon de collaborer, connaissant comment ils fonctionnent et comment nous fonctionnons, facilite la chose à avancer et donc c'est un lieu privilégié pour nous. 23 points focaux venus des 14 régions du Sénégal sont désormais aptes à la manipulation et au transport d'échantillons pour le diagnostic de maladies infectieuses. Et nous restons à l'IRSF Babacar Seck avec son directeur, professeur Souleymane Boub, qui vient d'être coopté dans le comité des experts de l'OMS sur la médecine traditionnelle contre la COVID-19. Selon lui, c'est l'occasion pour les chercheurs africains de contribuer efficacement et de manière crédible à la lutte contre la pandémie. Le professeur Souleymane Boub répond à Babacar Seck. On a eu des remèdes qui ont été proposés par certains pays par rapport à la lutte contre ce coronavirus. L'OMS, devant cela, a regroupé 25 experts pour lesquels elle va s'appuyer non seulement pour le conseiller, mais également pour lui proposer vraiment de lui faire des protocoles qui peuvent être utilisés dans des pays qui feront en sorte que, en tout cas, tous les essais qui se feront dans les pays africains seront des essais qui seront faits dans les conditions les plus optimales, mais également les plus fiables, de manière à ce que les résultats soient incontestables. Et c'est cela la mission que l'OMS voudrait se faire en mettant en place ces conseillers au niveau africain qui servirait à le conseiller, qui servirait également à vérifier que ce qui se fait est crédible de par le monde. Il faudrait que nous participions pas seulement en tant qu'acteurs, mais également de manière très active. Et c'est effectivement ça qui est important, de montrer que nous avons également la possibilité de contribuer en Afrique. Et nous l'avons dit, nous l'avons fait depuis plusieurs années, et que les solutions que nous pouvons proposer sont des solutions qui sont scientifiquement acceptables et reconnues dans le monde. Autre actualité qui concerne l'enseignement. Les premières épreuves facultatives du baccalauréat sont prévues à partir de ce 22 juillet. Le directeur de l'Office du bac Sosénia informe qu'il y a 155 126 candidats répartis dans 371 centres du pays. Le protocole sanitaire sera fortement renforcé selon Sosénia que voici.
Nous avons fait l'enregistrement des candidats, nous avons fait la constitution des jurys. Aujourd'hui, chaque élève sait dans quel jury est-ce qu'il est, dans quel centre est-ce qu'il va composer. Nous avons édité les convocations et elles sont en train d'être distribuées aux élèves. Nous sommes en train de mettre en place le matériel de composition. Nous avons même commencé ce matin à mettre en place les sujets pour les épreuves facultatives. Nous avons 496 jurys, 371 centres principaux et 72 centres secondaires. Ils sont 155 126 candidats. Alors, avec le coronavirus, donc, on avait arrêté toutes les activités au niveau des établissements et on les a repris. Mais avant de les reprendre, il y a eu quand même une préparation qui a été faite et, disons, des dispositions qui ont été prises. Et ces dispositions-là, c'était aussi bien pour la reprise des enseignements-apprentissages, pour le déroulement de ces enseignements-apprentissages, que pour les évaluations. Maintenant, au fur et à mesure, on va observer et améliorer. Et le jour de l'examen ou en la période des examens, s'il y a des additifs à faire, ce sera fait. Le protocole sanitaire, c'est celui qui est déjà en place parce qu'il a déjà été élaboré par, disons, un comité sanitaire. Donc, et il faut se conformer dans tout ce que nous faisons à ce protocole-là, que ce soit pour les enseignements que pour les examens. C'est l'un des titres de cette édition. La période de chaleur s'est installée et la canicule rime avec forte consommation d'énergie. Pour soulager les portefeuilles des ménages, l'AME, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, lance une campagne de sensibilisation sur comment économiser de l'énergie à la maison durant cette période de forte chaleur. Adam Assar et Moussa Fall ont assisté au lancement compte rendu. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie et la Sénélec mutualisent leurs forces. Objectif, sensibiliser les consommateurs en cette période de forte chaleur. L'AME, qui est le bras opérationnel du ministère du Pétrole et des Énergies, dans la mise en œuvre de la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie, et là, accompagné, va travailler avec la Sénélec dans une campagne de sensibilisation pour inciter les consommateurs à avoir des comportements et des gestes beaucoup plus adaptés pour réduire leur consommation d'énergie, surtout en période de chaleur. Dans sa mission de fourniture d'électricité en quantité et en qualité, la Sénélec s'engage à satisfaire les consommateurs. Revêt une importance capitale pour le Sénélec, parce qu'elle traduit la matérialisation d'une vision, celle de M. le Président de la République, de permettre la disponibilité de l'électricité en quantité et en qualité. Ça, comme vous l'avez vu au niveau des exposés, aujourd'hui, Sénélec a suffisamment de production. Mais surtout, cette cérémonie traduit également la cohérence d'un dispositif de mise en œuvre. Parce que, M. le Président de la République, après la vision, il y a un dispositif de mise en œuvre. Sénélec chargé de la production, de la vente de l'électricité. L'AME, structure étatique qui est là pour conseiller les clients pour la promotion de l'économie et de la maîtrise de l'énergie. Donc c'est tout à fait normal que deux institutions, comme l'a rappelé M. le Directeur général, dotées d'une mission de service public se rencontrent. Aujourd'hui pour faire quoi? À côté des associations de consommateurs, pour définir une nouvelle culture énergétique dans ce pays. Parce qu'il ne s'agit plus de dire qu'on en a suffisamment. Il ne s'agit plus de dire qu'on va en avoir suffisamment. C'est pour ça qu'on va consommer l'électricité n'importe comment et n'importe quand. Mais il s'agit de dire, nous allons vers des lendemains meilleurs. Comment faire pour avoir les meilleurs comportements face à cette denrée que nous allons utiliser? De leur côté, les consommateurs magnifient ce partenariat et comptent accompagner les deux structures. Nous, associations de consommateurs, mouvement consumériste, en tant que président de la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs, nous sommes, bien sûr les directeurs généraux, nous sommes à vos côtés dans cette sensibilisation. Donc tout ça fait que nous devons économiser, nous devons faire de telle sorte que, comme je l'ai retenu tout à l'heure de M. le directeur général, faire de telle sorte qu'on puisse avoir l'énergie au moindre coût et au lieu de parler d'efficacité, moi je parlerai d'efficience en matière d'électricité. Il faut qu'on soit efficient.
Ce lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur l'économie d'énergie et la maîtrise de la consommation d'électricité portée par l'AME et la Sénélec répond à l'appel du chef de l'État à la relance de l'économie impactée par la Covid-19. Merci beaucoup Adam Assar. Le reste de l'actualité consacrée à cette collaboration entre le GAIPES qui regroupe les amateurs et industriels de la pêche au Sénégal et l'Assemblée nationale. Ils vont lutter désormais ensemble contre l'octroi de licences de pêche. Une délégation parlementaire conduite par Mamadou Diop Decroix a rencontré des responsables du GAIPES. Abdourahmane Ly et Mafalfal nous font le point. Le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal continue son combat sur l'octroi illégal des licences de pêche au Sénégal. Aujourd'hui encore, ses membres sont convaincus qu'il y a une 60aine de licences de pêche non conformes au code de la pêche. Parmi celles-ci, des licences octroyées à des Chinois qui n'ont signé aucun accord de pêche avec le Sénégal. On sait qu'il y en a une 60aine qui sont actuellement en train de pêcher sur la base de procédures qui sont des procédures illégales, avec beaucoup de prête-noms malheureusement. Et nous estimons que quand le Sénégal prend des dispositions pour ne même pas autoriser de nouvelles pirogues à entrer dans les eaux du Sénégal sur la base des recommandations faites par le CROD, qui est la recherche scientifique, on ne devrait pas permettre à une 60aine de bateaux d'origine chinoise de venir effectivement pêcher dans ces eaux. Des parlementaires comptent se pencher sur le dossier. Ils étaient venus visiter la Saposen, l'une des 25 entreprises affiliées au GAIPES. Mais le problème le plus immédiat, c'est la question des licences de pêche. Donc, il y a des propositions qui ont été formulées, y compris par le président Saher. Nous allons nous retrouver entre parlementaires, entre députés, pour voir un peu comment nous pouvons voir le ministre et lui donner éventuellement, si nous dégageons des propositions, les communiquer au ministre, parce que c'est le ministre quand même qui est l'exécutif, nous sommes le législatif. Les ressources naturelles appartiennent au peuple, un fait que ces parlementaires tentent de clarifier à travers ce combat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous à la suite de la Totale, bloc d'information tout de suite avec Khalifa Djahate. Bonsoir.